La réflexion sur les statistiques, elle ne doit pas démarrer avec l'outil. Trop souvent, elle démarre avec l'outil. Ça se passe, il y a un chef quelque part dans un bureau qui reçoit un commercial de, je sais rien moi, Chartbeat, Internet, Adobe Analytics, machin. Et il se dit, tiens, c'est bien ce truc-là, on va l'installer et tout, quoi. Sauf qu'en fait, ça, c'est une très mauvaise façon de faire, parce qu'on va se concentrer sur des chiffres qui n'ont pas forcément d'intérêt. Et surtout, on part pas de la stratégie, on part pas d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire finalement, et comment est-ce qu'on va mesurer si on arrive à faire ce qu'on veut faire. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va aujourd'hui beaucoup parler de chiffres, mais aussi de confiance dans les médias et de renouvellement du journalisme en ligne. Je suis très heureux d'animer cet épisode avec Philippe Couve dans le studio de Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. Salut Philippe. Bonjour Jean-Baptiste Dibol, bonjour à tous. Et nous recevons aujourd'hui Yann Guégan pour parler d'innovation, notamment dans le domaine des données d'audience avec lesquelles les journalistes peuvent travailler, puisque justement il a écrit un article de blog sur le sujet qui a pas mal circulé. Bonjour Yann Guégan. Bonjour. Merci Yann d'être l'invité d'Aparté, le podcast proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et par Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Yann Guégan, tu es journaliste chargé de l'innovation éditoriale pour le média Contexte. Alors, on va commencer par le commencement. Contexte, qu'est-ce que c'est ? Et pour en savoir un peu plus, on va laisser son fondateur, Jean-Christophe Boulanger, nous l'expliquer un peu. Contexte, on est là pour aider les entreprises ou les institutions publiques à anticiper des évolutions législatives qui vont impacter leur activité. Notre métier, c'est l'info politique, experte, indépendante. On est un journal en ligne, avec 13 journalistes à Paris et à Bruxelles qui, tous les jours, vont dans les couloirs des ministères, des institutions, pour avoir des scoops, pour sélectionner la bonne info et en rendre compte dans un briefing quotidien envoyé à 8h tous les matins pour nos abonnés, qui leur sélectionnent sur les secteurs de l'énergie, du numérique et des transports, les infos politiques indispensables pour anticiper la réglementation de leur activité. Pourquoi avez-vous Alors, chez Contexte, Yann, tu mets des données au service des journalistes, si j'ai bien compris, tu vas nous expliquer. Moi, en tout cas, j'ai découvert ton travail dans ce fameux article Medium du blog de Contexte, et que tu avais intitulé « Comment réconcilier les journalistes avec la mesure d'audience ». Alors, explique-nous comment, en interne, vous utilisez des statistiques pour juger de la performance de chaque article. Alors, on avait déjà, quand j'ai débarqué à Contexte il y a quelques années, il y avait déjà un petit bilan hebdomadaire qui circulait à la réunion du lundi, mais c'était pas très éclairant. Enfin, on n'apprenait pas grand-chose en le lisant. Donc apprenait quoi ? Un nombre de pages vues, des choses comme ça ? Ouais, c'était un export assez brut de Google Analytics avec nombre de pages vues, temps passé moyen, mais de fait, ça n'apprenait pas grand-chose. Et puis on s'est aperçu que dans la discussion, souvent on zappait un peu, on avait les feuilles sous les yeux, mais on savait pas trop quoi en dire en fait, quoi. Donc on a travaillé avec la rédaction en chef sur des tableaux de bord custom, enfin personnalisés pour Contexte, à partir des données de Google Analytics principalement, mais aussi un peu de Facebook ou de Twitter. L'idée étant vraiment de s'emparer de ces données, de ne pas se contenter des affichages par défaut proposés par ces outils, qui sont très bien par ailleurs, mais qui sont un peu des outils qui couvrent très largement beaucoup de fonctionnalités pour beaucoup de clients. Et du coup, c'était un besoin qui avait été identifié par la rédaction en chef, ou c'est toi qui leur as dit « Attention, on peut faire beaucoup mieux et on peut aller beaucoup plus loin ». Ça s'est fait assez naturellement, je pense que c'est un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait un besoin, ou il y avait une frustration par rapport à ça, parce que globalement, les journalistes qui travaillent en ligne sont souvent frustrés par rapport aux statistiques, soit parce qu'ils en ont pas beaucoup, soit parce qu'ils trouvent qu'elles sont pas pertinentes, soit voilà. Donc souvent, le problème des statistiques, c'est qu'elles donnent la météo d'hier, en fait. Elles nous disent hier il a plu, mais elles nous disent pas si aujourd'hui il va falloir prendre un parapluie ou pas, quoi. C'est ce qu'on appelle actionnable, quoi. Il faut pouvoir en faire quelque chose de ces chiffres-là, et c'est ça souvent le problème. Clairement, ouais, c'est ça le problème. Mais
Enfin, là, on touche à une question qui m'intéresse, enfin qui est vraiment au cœur de la problématique, je pense, c'est est-ce qu'on peut vraiment imaginer un outil qui serait actionnable? Et qu'est-ce que ça voudrait dire un outil qui serait actionnable? Ça veut dire un outil qui clairement me dirait maintenant il faut que tu publies ça, il faut que tu publies un article sur tel sujet, un article de telle longueur, un article avec tel angle ou avec tel type de format, tel type de traitement. Et ça, déjà, je pense pas que ça existe. On a un petit peu le temps avant que ça existe. Et par ailleurs, je pense que c'est la réflexion éditoriale doit prendre le pas. Donc quand les journalistes me disent oui, mais ton truc là, ça me dit pas ce que je dois faire aujourd'hui ou ce que pour reprendre la remarque de Philippe, ça me dit pas ce que je dois faire aujourd'hui. Si ça vraiment ça te disait quoi faire aujourd'hui, ce serait un peu grave. Ça veut dire qu'on pourrait plus. Voilà, on se fierait plus à ton sens journalistique, à ton flair ou à ta capacité de synthétiser l'information, de trouver les bons sujets et d'avoir un réseau de sources, enfin tout ça. Donc, je pense qu'il faut un objectif plus modeste, mais important quand même, qui est de connaissance globale de l'audience. Et pour nous, à Contexte, le rythme, c'est pas un rythme quotidien, c'est plutôt un rythme hebdo, voire plus. Donc, vous regardez les statistiques une fois par semaine. Voilà, on regarde comment ça s'est passé pour les articles de la semaine. Est-ce que la semaine a été bonne globalement? Est-ce que y a des choses surprenantes dans les indicateurs qu'on a? Alors ces indicateurs, justement, dans cette cuisine statistique, quels sont les ingrédients que toi tu as mis pour sortir justement des bêtes pages vues que crash Google Analytics le pas décisif, on l'a franchi, je pense, cet été. Mais vous allez voir, c'est assez bête, hein, parce que on s'est posé avec Clémentine Forissier, la rédactrice en chef, et on cherchait un peu à faire évoluer ces outils internes dont je parle, parce qu'on n'était pas non plus totalement satisfait. C'est vraiment un travail, un work in progress. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, mais en fait, c'est quoi un bon article? C'est quoi un article qui a du succès plutôt? C'est quoi pour Contexte très précisément? Qu'est-ce que c'est un article dont on est content des chiffres? Un article qui marche, quoi. Un article qui marche, voilà. Merci Philippe. Et alors ça, c'est intéressant juste pour bien comprendre du coup, parce que donc Contexte, c'est un média professionnel. Sur abonnement. Donc du coup, c'est pas forcément un article qui marche. C'est pas forcément la même chose que quand on est, je sais pas, le monde.fr ou 20 minutes. Et là, c'est une autre question fondamentale. La réflexion sur les statistiques, elle doit pas démarrer avec l'outil. Trop souvent, elle démarre avec l'outil. Ça se passe pas, il y a un chef quelque part dans un bureau qui reçoit un commercial de, je sais rien moi, Internet, Adobe Analytics, machin, et il se dit tiens c'est bien ce truc-là, on va l'installer et tout quoi. Après il va voir la rédaction, il dit voilà je vous ai mis un nouveau truc, tout ça c'est génial, regardez il y a des compteurs, ça bouge partout quoi. Sauf qu'en fait ça c'est une très mauvaise façon de faire, et c'est comme ça qu'on fait même des erreurs qui coûtent ensuite aux médias, parce qu'on va se concentrer sur des métriques, enfin sur des chiffres qui n'ont pas forcément d'intérêt, et surtout on part pas de la stratégie, on part pas d'une réflexion sur qu'est-ce qu'on veut faire finalement et comment est-ce qu'on va mesurer si on arrive à faire ce qu'on veut faire. Donc je repose ma question, les ingrédients pertinents pour vous, qu'est-ce que vous avez mis dans cette marmite à statistiques de Contexte? Donc dans la discussion avec Clémentine, on a sorti quatre questions qu'on se pose, 4 indicateurs. Le premier, c'est assez évident, c'est est-ce que nos abonnés ont lu ou pas, enfin est-ce que ça a bien marché parmi nos abonnés, pas parmi l'ensemble des lecteurs, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui se cassent le nez sur le paywall, donc c'est pas forcément intéressant, passionnant pour nous de savoir qu'ils se sont cassés le nez. Ça peut intéresser l'équipe produit par ailleurs, mais en tout cas nous voilà, on va d'abord regarder le score abonné. Ensuite on va regarder si l'article a généré des abonnements d'essai. Donc là on s'intéresse un peu plus qu'un cercle un peu plus large d'audience. Après on va regarder si l'article a beaucoup circulé sur Twitter et LinkedIn. Donc on ignore Facebook parce que Facebook c'est pas un réseau social très intéressant pour nous parce que nous sommes la presse professionnelle. Le dernier indicateur dont je suis assez content, je l'ai appelé autorité, c'est en fait le nombre de liens qui pointent vers l'article, le nombre de sites référents qu'on peut trouver dans Google Analytics. Donc parfois ça peut être des liens qui vont apporter juste 3 ou 4 personnes, alors que si on est linké par un article du Monde, ça va être beaucoup plus. Mais chacun compte pour un, chaque référent compte pour un. Et ça c'est intéressant parce que dans cette liste-là, il y a des gens qui sont intéressants pour Contexte. Par exemple, des bibliothèques d'université, des intranets d'agences ou d'institutions, et qui ont leur propre système de documentation et qui signalent des liens. Donc si on les voit apparaître dans nos indicateurs, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que ces articles-là apportaient quelque chose au-delà de juste l'actu du jour, quoi. Donc ça on est avant, et du coup maintenant après, qu'est-ce que vous avez découvert? Ou qu'est-ce que ça a changé pour la rédaction?
C'est encore en cours. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que les discussions sont plus nourries, plus charnues du coup à prendre des décisions à la base de ce tableau de bord? En fait, avec ce type de méthode, on évite des arguments, on va dire, un peu de mauvaise foi. Je suis peut-être un peu méchant, mais des arguments. On évite des échappatoires faciles. Je vais donner un exemple. Si j'arrive avec un seul indicateur qui est par exemple le nombre d'abonnés, qui ont vu l'article ou le nombre de pages vues, très vite, un journaliste peut me dire « cet article a fait peu de pages vues, mais ceux qui l'ont vu, ils sont vachement intéressés. » Moi, je te garantis qu'ils sont vachement intéressés. Et après, si un article a fait beaucoup de pages vues, si le journaliste n'est pas très content que ça ait fait beaucoup de pages vues pour des raisons X ou Y qui lui appartiennent, il va dire « oui, mais regarde, c'est un sujet facile, qu'on a traité de manière très grand public, alors qu'en fait, nous, on doit être plus précis ou plus pointu que ça, quoi. » Donc l'idée de construire ces indicateurs, c'est d'éviter ces arguments-là en se mettant d'accord sur des choses qui sont importantes et avoir un score pour chaque article à multiples composantes, quoi. Donc l'idée, c'est qu'on ait une discussion plus franche sur ce qui marche et ce qui marche pas, et qu'on puisse pour le coup décider d'abandonner un type de sujet, un type de thématique, parce que ça fait plusieurs fois qu'on a des mauvais scores là-dessus. Après, il y a encore plein de biais, malheureusement, notamment le biais le plus courant, c'est le biais d'exposition. C'est-à-dire que si je mets 3 fois un article sur le compte Twitter ou sur la page Facebook, j'ai de bonnes chances d'avoir des stats importantes, mais en quoi c'est la nature même de l'article qui l'explique, ou en quoi c'est le fait que moi je l'ai promu, même chose si je le mets sur la page d'accueil. Il y a des journaux on pourra peut-être en parler, qui vont un peu plus loin là-dedans, qui arrivent à corriger, ou en tout cas à essayer de corriger ce biais. On va y venir dans un instant. Il y a un autre indicateur aussi qui a été mis à la disposition des journalistes de contexte sur lequel tu as travaillé, qui est notamment sur la longueur moyenne des papiers de la rubrique. C'est-à-dire que tu as fait un relevé des longueurs de papier, et est-ce que ça, c'est corrélé ensuite avec leur audience ? C'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas tout à fait des articles, c'est des brèves qui sont à l'intérieur d'un briefing envoyé par email. Et malheureusement pour nous, on a des produits email les briefings qui cartonnent, et les gens adorent ça, ils sont complètement accros, ils se réveillent avec. Alors ça parle de politique publique, pour moi c'est assez austère, mais bon, les gens ils adorent ça, nos abonnés adorent, et pourtant on a assez peu de mesures sur ces briefings. On sait s'ils ont ouvert l'email ou pas, mais c'est des taux qui sont assez stables, et puis vu que l'abonnement est payant, je veux dire, s'ils arrêtent d'ouvrir les emails, il y a de bonnes chances qu'ils se désabonnent. On sait éventuellement s'ils ont cliqué sur des liens à l'intérieur, mais donc je sais plus où je voulais en venir, pardon. Sur la question, c'était la longueur. Oui, donc dans ces newsletters, on a des séries de brèves, et comme les brèves, c'est un peu technique, mais après tout, c'est intéressant aussi de plonger un peu dedans. Ces brèves ces brèves ne peuvent faire qu'un paragraphe. C'est le format qui a été décidé, quoi. Du résultat, qu'est-ce qui se passe ? Les journalistes, les rédacteurs ont toujours tendance à faire trop long. Donc du coup, de semaine en semaine, enfin de jour en jour et même de semaine en semaine, ces paragraphes, ces brèves avaient commencé à enfler, à faire de plus en plus de lignes, de plus en plus de caractères, quoi. Or, le deal avec le lecteur, c'est qu'il a une synthèse de l'actualité de son secteur professionnel, qui est brève et qui est efficace. Et donc si on commence à avoir un briefing qui devient de plus en plus obèse, c'est un problème. Plus brief. Ouais. Ça, par contre, c'est un exemple d'indicateur qui a vraiment bien marché. C'est-à-dire que tu as fait des moyennes de la longueur des brèves, et chaque semaine, on sait si les brèves ont été plus longues ou moins longues que la semaine précédente, voire que l'année précédente. Voilà, en gros, c'est des comparaisons, et maintenant, c'est même sous forme d'alerte Slack, qui ne se déclenche que s'il y a eu des abus caractérisés, c'est-à-dire si vraiment il y a des briefings qui sont devenus longs. La police de la brève qui règne. Et là, quoi. Ça fait 3-4 semaines que je regarde l'alerte Slack et il n'y a plus rien. Et voilà. Donc soit quelqu'un a désactivé l'alerte. non, a priori l'alerte fonctionne toujours, mais alors ça. En plus, quand même, parce qu'on n'est pas que dans la sanction, on a un outil maintenant qui permet de mesurer la longueur des brèves en cours de rédaction de manière avec un indicateur vert, orange, rouge. Donc le soir, en fait, je regarde les rédacteurs, ils s'en servent beaucoup parce qu'ils n'ont pas envie de se faire épingler, et puis parce qu'ils savent que c'est important pour le produit qu'on propose. Et alors sur le paramètre déclencher un abonnement d'essai, est-ce que vous avez découvert une thématique, un paramètre en fait, quelque chose qui vous a apporté la possibilité de mieux aller chercher ces abonnés ? Ça confirme des choses, comme par exemple le fait que dès qu'on publie des documents, des trucs un peu exclusifs, ça génère beaucoup d'abonnements d'essai parce que les gens veulent absolument l'avoir.
Pour vous donner un exemple récent, on a fait une super série d'interviews de députés par Samuel Le Goff, qui est un très bon connaisseur de l'Assemblée nationale. Et le thème, c'était à mi-mandat. Comment vous le sentez? Comment ça s'est passé pour vous, sachant qu'il y a beaucoup de petits nouveaux à l'Assemblée, que voilà, c'est le nouveau monde contre l'ancien monde. Bon, on a une très belle série d'interviews. Eh ben, je l'ai mise en valeur et on a essayé par tous les moyens de la pousser, de la mettre en avant. Et malgré tout, les indicateurs dont je vous parle étaient plutôt faibles pour cette série d'interviews. Donc ça, c'est c'est un bon débat à avoir, tu vois. C'est du bon contenu, mais c'est du contenu peut-être plus généraliste, avec un format interview qui passionne un peu moins les gens. Donc, moins déclencheur d'abonnement, quoi. Voilà, aussi. moins déclencheur d'abonnement d'essai, tu vois. Et du coup, peut-être la prochaine fois, c'est peut-être quelque chose qu'on va faire en gratuit. C'est-à-dire qu'on va pas décider de pas le faire, mais on va se dire, tant qu'à le faire, parce qu'on y croit, parce qu'on trouve que c'est intéressant et parce qu'on a trouvé des témoins qui sont bons, eh ben, laissons tomber le paywall, parce que de toute façon, c'est pas ça qui convertit en abonnement. Donc, c'est pas des grandes leçons incroyables, parce qu'en fait, c'était les leçons, on les connaît déjà intuitivement. Mais c'est à la marge une meilleure connaissance du lecteur, puis aussi un meilleur retour sur son travail pour le journaliste, qui peut se dire, ok, ça n'a pas très bien marché sur Twitter parce que je suis un peu nul et je suis pas très actif sur Twitter, mais en revanche, je vois que le score autorité est plus grand, ou le score... Donc ça permet aussi d'être bon dans un domaine quand on n'est pas forcément... Parce que personne n'est bon dans tous les domaines, mais c'est bien que le score marque ça, permet de voir ça aussi. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a d'autres médias qui travaillent autour de ces questions. Est-ce que toi, tu as eu des inspirations, des sources dont tu t'es inspiré pour faire ce travail? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu regardes avec intérêt dans ce qui se fait, soit en France, soit ailleurs? Alors, j'ai pris une grosse claque début janvier, parce que j'ai participé à un workshop sur la mesure d'audience à Tunis, organisé par Malek Kadraoui d'Inkifada, que vous connaissez sans doute. On recommande d'aller jeter un œil sur ce que fait Inkifada en Tunisie, parce que c'est vraiment remarquable. Ils sont vraiment super. Et dans ce workshop, il y avait des journalistes du Globe and Mail, qui est un site canadien, et qui ont fait un peu la même démarche Contexte, mais multiplié par 10 ou par 100 même, parce que ça fait 7 ans qu'ils travaillent sur un instrument de mesure d'audience adapté à leurs besoins et préparé par leurs soins en interne. Donc c'était vraiment intéressant d'échanger avec eux, parce qu'il y a peu de choses auxquelles ils n'ont pas pensé, il y a peu de critiques auxquelles ils n'ont pas pensé. Et ce qui était pour moi éclairant, c'est de se dire que être capable d'avoir un outil pertinent pour les journalistes, pour une matière aussi complexe que l'actualité. Pour le e-commerce, c'est pas très dur. Je veux dire, ton truc, il se vend ou il se vend pas. Ton bouton acheter, il est bien placé ou il est mal placé. Mais un article sur le même thème par le même auteur, si c'est un scoop intersidéral, il va cartonner. Et si c'est sur le même thème par le même auteur, mais sur juste une petite actu du jour, ça... Donc, c'est assez compliqué d'évaluer correctement le succès d'un article et de savoir ce qui est un bon article ou pas un bon article, quoi. Et eux, les Canadiens, ils ont vraiment quelque chose une solution qui s'appelle Sophia, qui me semble, moi, vraiment pertinente là-dessus. Ils approchent de cet objectif qui, pour moi, était un peu inatteignable. Dans le monde francophone, il y a des gens qui travaillent aussi sur ces domaines-là. Dans le monde francophone, Le Temps a une démarche assez intéressante sur pourquoi on fait des articles, par exemple. Le Temps en Suisse. Voilà, ils ont un indicateur interne sur la parité, c'est-à-dire est-ce que le nombre de femmes qui sont interviewées dans les articles est égal au nombre d'hommes ou pas, et ils font des petits progrès. Oui, ils sont vraiment, ils les regardent de près, et voilà. C'est un travail de long terme. Voilà, ils sont proactifs là-dessus, et ils sont curieux de ce type de... Voilà. Après, je cherche, mais sinon, les trucs classiques, c'est souvent du Chartbeat, du Parse.ly, j'ai travaillé aussi avec Courrier International sur le même type de tableau de bord personnalisé, mais sur des choses plus basiques, comme... voilà. Mais... je sais pas, vous avez d'autres exemples en tête? Non, pas véritablement. J'ai l'impression qu'on a un peu laissé tomber un moment. Enfin, moi, en tout cas, j'avais un peu... je me dis, bon, on n'arrivera jamais vraiment à avoir un indicateur qui parle vraiment aux journalistes, qui disent, t'as fait du bon boulot, du boulot de qualité, parce que la page vue, ça suffit pas. Même le recrutement d'abonnés, bon, c'est un peu plus vertueux a priori, mais parfois, tu fais du recrutement d'abonnés, sur des papiers hyper légers, des choses auxquelles
tu te dis c'est pas une grande enquête, mais en fait les gens ils ont quand même envie de le lire parce que c'est un témoignage ou c'est un truc comme ça. Donc en fait c'est difficile d'aligner l'évaluation de la qualité du travail avec la volonté de faire un beau journal, faire un beau média. Ce podcast est coproduit par Jinkyo. Jinkyo accompagne les médias dans leur détection de talents avec plus d'efficacité et de diversité au service de l'information. Vous souhaitez en savoir plus ? Écrivez-nous à contact@jinkyo.com. Si vous connaissez des journalistes, vous avez peut-être remarqué un phénomène assez surprenant, c'est qu'au mois de janvier, quand arrive le mois de janvier, les journalistes français ont tous un petit coup de blues, un moment de déprime, ça va pas bien. C'est pas lié à la météo, c'est pas lié à l'hiver à Clermont-Ferrand qui peut être particulièrement rude, c'est lié à un baromètre qui est publié par le quotidien La Croix depuis 1987, et ce baromètre mesure la confiance du public dans les médias et dans les journalistes. Parce qu'en janvier, on nous rappelle que grosso modo, 50% des gens à qui les journalistes s'adressent, à qui nous nous adressons, 50% des gens n'ont pas confiance dans ce qu'on leur raconte. À la radio, c'est un peu mieux, on monte à 60%. En revanche, si vous travaillez sur le web, c'est encore pire, on descend à 30%. Grosso modo, ces résultats ne sont pas très bons. Alors moi, la question que je me pose en janvier, et la question qu'on devrait peut-être tous se poser, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour susciter autant de méfiance ? Et finalement, à ce que les journalistes soient rejetés, comme le sont les politiques ou les experts et les élites en général. Alors c'est toi qu'on vient d'entendre, Yann. Là, tu étais sur scène à Clermont-Ferrand dans un TED Talk et c'était en 2016, je crois. J'étais terrifié. Enfin, juste avant, j'étais terrifié. Après, mais ça fait bien. Alors Yann, tu es journaliste sur le web depuis un bail, depuis 2007. Chez Rue 89, on s'est croisés pendant près d'un an. Et puis tu as travaillé en freelance après Rue 89. Tu avais notamment lancé un blog qui existe toujours avec tout tes expérimentations qui s'appellent Dans mon labo. Alors, comment est-ce que tu as vu les rédactions avec lesquelles tu as travaillé évoluer par rapport à cette question de la défiance ou de la restauration de la confiance vis-à-vis de leurs audiences ? C'est une question un peu complexe. Je dirais qu'il y a un événement qui a un peu déclenché une remise en cause plus profonde, et une remise en cause qui est bienvenue et qui aurait d'ailleurs dû avoir lieu avant. C'est la crise des Gilets jaunes, quoi. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on avait même des journalistes en presse locale ou dans une télé locale, dans des radios locales, qui se pointaient sur des ronds-points et qui se faisaient chahuter, parfois agresser physiquement. Donc, c'est-à-dire que même des journalistes proches, finalement, de leur public, même ceux-là étaient perçus comme des élites qui méprisantes et qui ne savaient pas comment le pays réel vivait, quoi. Ça va un peu à l'inverse, d'ailleurs, je crois, du constat que faisait l'étude de Sciences Po, qui comparait en fait ce qui avait été fait avec Trump et en France, et qui disait il y avait la différence entre justement les journaux locaux qui étaient plus en prise et les journaux élitistes parisiens qui se citaient tous entre eux, quoi. Donc, et je pense qu'il y a encore des endroits où les journalistes locaux sont bienvenus, quels que soient les... Voilà, faut pas non plus, mais en tout cas, de voir remonter ce type de témoignages, moi j'ai l'impression que ça a été un peu un catalyseur. Tout d'un coup, on a recommencé à se poser ces questions-là et à se dire mais qu'est-ce qu'on a fait de mal, quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'on peut être autant détesté ? Ça a commencé avant. Voilà, pour citer une expérience qu'on a vécue au moins partiellement, moi pas très longtemps, toi beaucoup plus longtemps, chez Rue 89, l'idée d'avoir ces trois cercles, comme on disait, entre les journalistes, les experts et le grand public qui pouvait participer à un dialogue qui se mettait en place, il y avait déjà cette idée sous-jacente qui venait du monde des blogs de se rapprocher de l'audience et de renouer des liens. Oui, mais à l'époque, on était un peu seuls. Enfin, je veux dire, il y avait des blogueurs, il y avait des gens qui étaient intéressés par ce type d'interaction avec l'audience, mais il y avait aussi toute une grande partie de la profession qui disait pourquoi vous embêtez à répondre aux commentaires ou à être dans une conversation avec les lecteurs. Nous, on fait notre travail de journaliste, on publie on le met dans la boîte et puis après le soir, on s'occupe d'autre chose, quoi. Alors que les journalistes web ou ceux de Rue 89, souvent ils passaient une bonne partie de leur temps dans cette conversation et dans cet échange, quoi. Pourquoi ça te travaille, toi, cette question de la confiance, là ? Voilà, c'est plus à mon psy qu'il faudrait poser la question. Mais je pense que derrière, moi, je viens pas d'un monde
Je suis breton d'origine. Mes parents sont. Ma mère était prof de maths. Mon père était proviseur d'un lycée agricole. Et après, tous les grands-parents, et tu peux remonter l'arbre autant que tu veux, tu trouveras que des paysans bretons. Voilà. Et du coup, quand je me suis pointé à Paris, quand j'ai commencé à faire du journalisme parisien, La Libération. Ouais, j'ai fait quelques contrats à Libé notamment. J'étais pas moi hyper à l'aise et je me sentais pas hyper intégré là-dedans, quoi. Donc à l'époque, c'était plutôt une souffrance, enfin, en tout cas une faiblesse, tu vois, de pas être dans le machin. Maintenant, je me dis c'est plutôt pas mal d'avoir en tête ces gens-là, le monde duquel je viens. Même si je suis pas un gilet jaune ou je veux pas être porte-parole de qui que ce soit, mais de se dire que voilà, j'ai pas grandi là-dedans, j'ai pas grandi dans ce microcosme, et pour moi c'est important ce que ces gens-là pensent de nous, ce que les amis de mes parents pensent de nous, ce que les gens des ronds-points pensent de nous. Enfin, je fais pas mon deuil de ça. Je me dis pas, je m'en fous, je mets mon papier dans la boîte et puis les gens que ça intéresse, ils le lisent, les autres, j'arrive pas à faire mon deuil de ça. Alors toi, tu as aussi une caractéristique particulière en tant que journaliste, c'est que tu t'es jamais désintéressé des questions techniques sur le web, sur les réseaux sociaux, ailleurs. Tu as travaillé de manière assez étroite avec des développeurs, à des moments où certains, dans la profession, se cantonnaient strictement sur des activités rédactionnelles. Toi, tu as voulu aller voir des deux côtés de la barrière. Est-ce que ce travail-là que tu as fait, cette interface un peu entre l'éditorial et la technique, l'invention de nouveaux formats, de nouveaux dispositifs, est-ce que ça t'a permis aussi d'agir sur cette question de la confiance ? Est-ce qu'il y a des choses que tes connaissances techniques t'ont permises et qui vont dans ce sens-là ? Je dirais oui, enfin un peu dit oui dans le sens où déjà ça fait sortir de la rédac et ça permet d'aller voir d'autres corps de profession, les développeurs, les graphistes, les marketeurs, voilà, le management, le community management. Donc quand tu dois gérer un projet d'innovation éditoriale, souvent tu es amené à parler un peu avec tout le monde. Donc, déjà c'est pas mal, ça sort un peu de la bulle des journalistes entre eux. Mais après, plutôt non, dans le sens où c'est pas une question d'outils, en fait. Tu vois, à Rue 89, on avait des commentaires, avec un fil de commentaires qu'on avait un petit peu amélioré au fil du temps, mais si c'est pas les commentaires, ça peut être Twitter. Si c'est pas Twitter, ça peut être des pages Facebook, ça peut être des groupes WhatsApp. Tu vois, il y a un journaliste en Inde, je crois, qui fait financer son travail, qui est uniquement sur WhatsApp. Et les gens, ils payent pour avoir de l'info sur WhatsApp. Pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont dans un dialogue et dans une conversation. Donc c'est vraiment un état d'esprit de se dire, en fait, moi, si les gens m'interpellent, j'ai envie de pouvoir répondre, j'ai envie de pouvoir échanger avec eux. Et c'est dur, ça peut amener malheureusement à des situations de fragilisation des rédacteurs avec du cyberharcèlement, des choses comme ça. Mais on n'aura pas la confiance des gens si on commence pas par les écouter. C'est pas possible, ça marche pas. Vous faites pas confiance à un vendeur de voiture qui vous écoute pas quand vous venez pour leur expliquer ce que vous allez acheter. Et les journalistes sont un peu dans cette situation-là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, autre casquette, tu es membre fondateur et élu au conseil d'administration du tout nouveau... alors justement, je recherche la dénomination. Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Voilà, on va dire le CDJM pour aller plus vite. Exactement, le CDJM donc, a été créé en décembre 2019 et cette création a d'ailleurs suscité pas mal de remous dans un monde qui est plutôt habitué à être chacun chez soi finalement. Est-ce que justement, l'objectif, toi, de participer à ça, c'était aussi dans cette démarche de restauration de confiance des médias vis-à-vis du public ? Clairement, c'est l'argument numéro 1 qu'on met en avant, c'est que voilà, on a parlé de la crise des Gilets jaunes, on a parlé du baromètre annuel de la Croix. Nous, on considère qu'à un moment, il faut tenter quelque chose. Et ce qu'on propose avec le CDJM, c'est pas non plus un truc totalement qui sort de nulle part. C'est-à-dire que ces conseils de déontologie ou conseils de presse, ça existe dans 17 ou 18 pays d'Europe, ça existe au Canada, ça existe un peu partout dans les démocraties. Et ça marche plutôt bien. Au Québec, par exemple, la confiance dans les médias, elle est infiniment plus grande que... Donc c'est pas une fatalité tout ça. Je veux dire, en France, on tourne un peu en rond autour de ces questions, de ces Oui, on dit que c'est les bœufs carottes, ça va être l'IGPN de la presse, ceux qui vont venir juger les journalistes. Alors non, parce que les bœufs carottes, ils ont un pouvoir de sanction. La police des polices, si un policier fait pas bien son travail, il peut être sanctionné. Nous, on n'a aucun pouvoir de sanction. On a simplement une proposition...
mise à l'index, ça peut être considéré comme une sanction. Oui, les Québécois appellent ça un tribunal d'honneur. Après, je pense que tout le monde gardera quand même son honneur, quelles que soient les décisions rendues par le CDJM. Mais voilà, concrètement, on est saisi par le public, par des gens qui nous disent là, je suis pas content de ce qui s'est passé sur BFM TV, je suis pas content de ce qui a été publié dans Ouest France. Enfin, voilà. Nous, on étudie ça et on l'étudie avec des représentants du public, des représentants des patrons de presse et des représentants des journalistes. On a un fonctionnement tripartite et on passe du temps à réfléchir à tout ça pour produire des avis. On va commencer à publier nos premiers avis dans les semaines qui viennent. Vous avez déjà été saisi Oui, alors le site est en ligne et donc le formulaire est et on a beaucoup de saisines qui arrivent. Ouais. Samsa.fr accompagne la transformation numérique des médias et des journalistes. Formation, stratégie, organisation, découvrez nos offres sur samsa.fr. Nous travaillons avec les plus grands médias en France, en Suisse, en Belgique et ailleurs. L'open data, c'est une tendance générale d'ouverture des données publiques et à l'ensemble de la société. Donc par exemple les données sur le budget d'un pays, la répartition des dépenses publiques et des recettes sont de plus en plus souvent accessibles et des journalistes, des chercheurs, des militants peuvent s'en emparer pour les étudier, les analyser. Yann Guégan, tu as travaillé sur la question de l'open data, on va en reparler dans un instant en France et au-delà d'ailleurs. Mais première question d'abord, c'est quoi exactement l'open data, on parle de quoi ? L'open data, c'est un mouvement général d'ouverture des données publiques pour que les journalistes, mais pas que les journalistes, aussi les citoyens ou les ONG puissent s'en emparer et travailler dessus pour les enrichir, pour en tirer des leçons et en tout cas pour évaluer l'action publique. C'est quoi les données publiques ? Alors les données publiques, ce sont des données qui sont mises à disposition par un ministère, une administration, un conseil départemental, une mairie, un truc tout bête, mais sur le site Open Data de la mairie de Paris, par exemple, vous avez l'emplacement de chaque arbre dans la ville, de chaque espèce d'arbre. Vous avez aussi tous les lieux de tournage, tous les endroits où... voilà, parce que ça, ce sont des bases de données qui existent en interne, et le mouvement de l'Open Data, c'est de dire... donner aux citoyens accès à ces bases pour qu'on puisse faire des trucs avec. Moi, en tant que journaliste, ça me sert à quoi d'avoir la base de données de tous les arbres de la ville de Paris ? Pour les arbres, c'est le premier exemple qui m'est venu, mais on peut chercher qui est le plus vieux, qui est le plus grand, qui est le plus petit, quelles sont les espèces. Si on a un peu de recul historique, on peut voir, peut-être on va avoir des effets du réchauffement climatique ou de la pollution qui vont apparaître. Bon, c'est un peu, il faut se projeter là-dedans, mais il y a énormément de bases qui peuvent nous apprendre pas mal de choses. Et puis, il y a encore des choses qui sont pas ouvertes, et c'est là-dessus qu'il y a un mouvement d'activistes de l'open data pour secouer un peu les puces de l'administration et rappeler les engagements législatifs, notamment dans ce domaine. Et on a quand même accès à de plus en plus de choses, mais c'est rien par rapport à ce que les journalistes américains ont pour travailler ou dans d'autres pays où l'open data est plus intégré dans la culture de l'administration. Alors on parle de ces questions de data journalisme depuis une décennie, je dirais grosso modo maintenant de manière assez intensive. On a l'impression que ça reste toujours extrêmement marginal. C'est quoi l'explication ? C'est une allergie au tableur Excel de la part des journalistes ou c'est que finalement c'est très compliqué à utiliser ou c'est que finalement c'est pas si exploitable que ça ? Non, je sais pas. À toi de me dire. J'ai l'impression. Non, moi, le truc, c'est qu'il y a eu une période un peu de buzz où le concept de data journalisme était à la mode. Et tout le monde on envoyait plein de gens en formation en data journalisme, y compris des gens qui n'avaient pas ni le goût pour ça, ni vraiment l'envie de... Voilà. Mais depuis quelques années, c'est un mouvement beaucoup plus discret finalement, mais qui prend de l'ampleur, quoi. De plus en plus, moi, je suis contacté par des gens qui veulent des stages ou qui veulent faire du data journalisme, qui veulent savoir justement à quelle porte frapper, quelles rédacs peuvent les intégrer. Alors, si tu prends le nombre de personnes qui font du data journalisme ou qui se déclarent data journaliste, c'est pas forcément énorme. Mais si tu commences à additionner toutes les initiatives, c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Tu vois,
en PQR notamment, au Télégramme, à Ouest France, au Parisien. Il y a des cellules qui travaillent. Et il y a là-dessus. des initiatives conjointes d'ailleurs des titres de la presse quotidienne régionale pour mettre en commun leurs forces de travail, pour travailler sur des données nationales et en extraire des visions locales ensuite pour chacun d'entre eux. Ouais. Qui a une super idée, ouais. Mais moi, c'est plus une montée ce que j'observe, moi, c'est plus une montée en puissance, mais une montée en puissance discrète. Tu prends la Data Harvest, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la Data Harvest. C'est un événement qui a lieu en Belgique chaque année. Voilà. Et qui est autour du data journalisme, du computer assisted reporting et de l'investigation, quoi. Bon, il y a 5 ou 6 ans, quand on y allait, il y avait 3-4 Français, toujours les mêmes, tu vois, qui s'intéressaient à ça. Aujourd'hui, on déboule, on remplit une maison entière, on loue une maison entière à l'intérieur de la ville de Mechelen où a lieu le festival. Et il y a des Français partout, tu vois. Et alors, il n'y a pas tous les journaux représentés, mais alors c'est vrai, c'est pas glamour, quoi. Enfin, c'est pas une discipline qui est très glam, quoi. Mais ça s'implante. Toi, à titre personnel, c'est quoi l'enquête data journalistique dont tu es le plus fier aujourd'hui ? Oh bah là, tu me donnes l'occasion de parler de cette enquête qu'on a publiée il y a quelques jours sur Contexte, sur les incidents, enfin en tout cas les événements qui se sont produits dans les centrales nucléaires françaises depuis 1973. Et c'était une base très 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 intéressante à travailler. Et puis surtout, c'était la première fois que des journalistes ont eu accès à cette base. On a travaillé avec l'IRSN, donc l'institut qui surveille le fonctionnement de ces centrales. Et c'était vraiment passionnant, très compliqué, très dense en informations, très technique. Mais moi, j'ai appris énormément et je suis très fier du résultat. Ouais. Tu avais fait aussi des choses qui ont été reprises il y a quelques jours, j'ai eu l'impression, sur les prix de la SNCF. Toi, tu avais fait ça il y a quelques temps et j'ai l'impression que l'enquête a été reprise par 60 millions de consommateurs. 60 millions de consommateurs, c'est ça. Ouais, alors on a eu 1 milliard de reprises, ils étaient très contents. Et à la base, c'est un chantier de scraping, c'est-à-dire de récupération automatique de données sur le site de la SNCF. Parce que ça, c'est là en revanche on n'est pas dans l'open data, pour le coup on est dans le close data. La SNCF ne vous donnera pas comme ça ses tarifs de billets de train en temps réel, donc dans ces cas-là on peut s'arranger et les récupérer nous-mêmes, et c'est ce qu'on a fait avec 60 millions de consommateurs. Et là aussi c'était intéressant de travailler avec eux parce que par ailleurs eux ont une vision de la SNCF assez complète, et les problèmes qu'on peut avoir avec la SNCF notamment via leur forum, via les lecteurs de 60 millions qui les interpellent, donc ils sont bien à fond sur le sujet. Et moi en plus j'arrivais avec mes données, donc c'était sympa. Hein. Alors pour terminer, Yann, est-ce que tu aurais un conseil pour une ou un jeune qui démarre dans le journalisme, qui a envie de démarrer dans le journalisme, que ce soit pour faire des datas d'ailleurs ou pas ? Moi, je donne toujours un peu le même conseil, c'est de profiter de l'accès qu'on a aujourd'hui à la publication et aux outils de publication. Quand j'ai commencé, moi, je ne pouvais pas me décider de me publier moi-même. Enfin, il n'y avait pas Internet. Et puis, voilà, on passait par... il fallait se faire connaître dans un journal. Aujourd'hui, on peut le faire en étant actif sur Twitter, en ayant son blog, en étant... une référence sur Instagram, j'en sais rien, mais c'est possible de commencer à travailler, se former un peu sur le tas. Ça n'empêche pas de faire une école par ailleurs, hein, mais le conseil que je donne, c'est ça, c'est tester des choses, publiez-vous, mettez-vous un peu en danger et faites-vous connaître comme ça. Merci beaucoup Yann Guégan d'avoir été notre invité. Merci Yann d'avoir participé à ce 29e épisode d'Aparté. On se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation média. Salut Jean-Baptiste. Salut Philippe. Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale. Qui vous est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Et samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique. En partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias. Un podcast créé par Élise Colette et Jean-Baptiste Diebold. À la technique, Raphaël Belon. Design graphique, Benjamin Leble. Communication, Laurie Lejeune. Générique et habillage sonore, Boris Leble.